président m'a donné comme titre de cet exposé « Qu'est-ce que la liberté en recherche scientifique ?» C'est ça qu'il a marqué sur les papiers officiels de l'IRED. Alors, je suis directeur de recherche au CNRS, enfin je l'ai été, mais je ne sais pas ce que est la liberté et je ne sais pas ce que c'est que la recherche scientifique. Alors je vais essayer de vous en parler tout de même. Alors la liberté, pour moi, c'est d'abord la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789, qui dit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. En pratique, je pense qu'on est d'autant plus libre qu'on est d'autant plus riche, que la pratique de la liberté, c'est quelque chose de théorique. On va en parler dans le domaine des sciences. Quant à la science, la recherche scientifique, je me référerai à mon ami Ernest et compatriote Ernest Renan dans L'avenir de la science en 1890. Il dit « Le savoir est la première condition du commerce de l'homme avec les choses ». La notion et la réalité de ce qu'on appelle la recherche scientifique ou la science ont évolué au cours du temps et au cours des différentes époques, au cours de notre histoire. Je me limite aux sciences dans l'Europe traditionnelle, c'est-à-dire les pays européens, parce qu'il y a eu de la recherche, des sciences dans d'autres pays, notamment dans les pays arabes, et en Asie, et cela, je n'en parlerai pas ici. D'abord, parce que je ne suis pas assez compétent dans ces domaines. À notre époque, on ne parle plus de science, hein, on parle de recherche scientifique. Ça n'empêche pas que c'est tout de même de la science. L'évolution de la science ou de la recherche scientifique, comme on veut, a été particulièrement rapide à l'époque moderne, au sens des historiens du terme, c'est-à-dire de la Renaissance à la fin du XVIIIe, début du XIXe. Et elle a été encore beaucoup plus rapide à l'époque contemporaine, c'est-à-dire après l'époque moderne, de la fin du XVIIIe, début du XIXe jusqu'à maintenant. La révolution scientifique se situe à l'âge moderne, donc à la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, effectivement, la recherche a changé de nature, et on va voir pourquoi. Néanmoins, beaucoup la recherche, la science commence à apparaître à la Renaissance, avec des gens comme Ambroise Paré en chirurgie, Rondelet qui était un naturaliste et un médecin d'ailleurs, et d'autres. En fait, effectivement, ces gens, c'était des naturalistes essentiellement, mais dans leurs textes, on trouve encore la chiromancie, l'alchimie, l'astrologie, les monstres, les sirènes, les licornes, les satyres, les serpents de mer, auxquels encore beaucoup de gens croient d'ailleurs, parce que l'océan est propice à la naissance des monstres. J'ai passé 15 ans de ma vie dessus sans en voir. Tout cela ne rentre pas dans la notion actuelle des sciences, et c'est des pseudosciences pour lesquelles que personne fantasme encore, comme l'astrologie ou les monstres marins. Cependant, c'est à partir du XVIe siècle qu'apparaissent de nouvelles pratiques tout de même, et qui s'organisent autour de la rationalité, quelque chose qui est une recherche scientifique. Ainsi, en 1543, le chanoine polonais Nicolas Copernic a publié De Revolutionibus Orbium Celestium, qu'on peut traduire en français, de la révolution des sphères célestes. Il avait déjà préludé ce texte, c'est fondamental, dans des commentaires parus en 1540. Les travaux de Copernic bouleversent les théories sur l'organisation de l'univers et provoquent l'opposition violente des autorités religieuses, qu'elles soient catholiques ou protestantes. Et en effet, il substitue au géocentrisme la Terre au centre du monde, au centre de l'univers, l'héliocentrisme, les planètes tournent autour du Soleil. Le Vatican réagit, il met ses œuvres à l'index en 1616, ils ont mis quelque temps à réagir tout de même, parce que contraire aux écrits bibliques. Les œuvres de Copernic sont restées à l'index jusqu'en 1835. Néanmoins, un petit nombre de savants suivent les idées coperniciennes comme Kepler et Galilée. Il faut parler de Galilée, qui a vécu en 1564 et 1642, donc après Copernic, car il a été un acteur essentiel de l'évolution des sciences. On voit toujours Galilée comme la reprise des idées coperniciennes, la Terre et tourne, etc. Ça, c'est absolument vrai, mais c'était aussi quelqu'un qui a fait de la mécanique et des recherches en mécanique très importantes. Et c'est lui qui a établi ce qu'on peut appeler la méthode expérimentale. Et ça, c'est dû à Galilée. Il a été jusqu'à dire que, je ne suis pas absolument contre, la nature s'écrit en langage mathématique. Pour lui, à partir du moment où on ne veut pas mettre d'équation,
ce n'était pas de la science. C'est encore quelque chose qui est important dans la tête de beaucoup de gens, y compris de beaucoup de scientifiques. S'il n'y a pas d'équation, alors quelquefois, par contre, les équations sont tout de même approximatives parce que, par exemple, dans des disciplines comme la mienne, c'est-à-dire dans les mouvements de l'espace ou de la mer, on a des magnifiques équations, mais dedans, il y a quelques facteurs qu'on ne connaît pas, donc on fait des approximations. Donc, ça ne serait plus des sciences à ce moment-là, au sens mathématique du terme, mais c'est évidemment des sciences, je pense à la météorologie et à l'océanographie. C'est au siècle de Lumière, en fait, avec Diderot et les encyclopédistes, que la science va progresser réellement. Dès la fin du XVIIe siècle, déjà, se sont fondées les premières sociétés savantes. En 1660, à Londres, la Royal Society de Londres, qui publiait les Physical Transactions, ses publications scientifiques. Et en 1666, à Paris, l'Académie royale des sciences, qui publiait le Journal des savants. L'Académie royale des sciences, c'est maintenant l'Académie des sciences tout court. Au XVIIIe siècle, la pensée peut circuler sans véritable entrave, malgré l'opposition de l'Église, que nous allons retrouver en permanence, et une véritable démarche scientifique s'impose. L'esprit critique et le rationalisme favorisent le développement de l'ensemble des sciences, qui se libèrent du joug de la religion et de la théologie. Ce sont les premiers concepts de la physique, c'est la chimie moderne avec Lavoisier, qui a été guillotiné non pas parce qu'il était chimiste, parce qu'il a fait d'excellents travaux, mais parce que c'est un ancien fermier général. C'est la classification du monde vivant avec Linné. De nouvelles finalités sont également proposées à la démarche de la connaissance. Au lieu de connaître pour connaître, ce qui n'a pas été abandonné, s'ajoute, voire par moments se substitue la volonté de faire de la science la possibilité d'une transformation pratique de la nature en utilisant notamment les nouvelles techniques mises au point. Et ceci dans le sens d'une meilleure satisfaction des besoins humains. Se libérer de la religion a permis le développement d'une véritable réflexion scientifique et n'oublions pas cette idée-là parce que on va la retrouver à la fin de mon exposé. Mais il faut voir tout de suite que la science n'a pas de la structure actuelle au XVIIIe siècle, ni même au début du XIXe. Ce sont des individus bien définis, Newton, Lavoisier, Buffon, Lamarck, et ils ne sont pas cependant isolés. Il y a une espèce d'international des savants. Ces savants européens échangent, se connaissent, échangent des écrits, se critiquent. Et on a vraiment un ensemble de connaissances qui diffusent. En plus, ils ont une connaissance assez universelle de ce qu'on peut appeler les sciences, même s'il y a des gens très spécialisés comme Lavoisier. Mais la connaissance à l'époque permet d'avoir une connaissance assez universelle. Les États ne sont pas indifférents à cette évolution de la pensée scientifique et de la progression des connaissances. Et la Révolution française ne s'y est pas trompée. La République, la Convention créent des institutions qui déjà situent les chercheurs scientifiques dans la société. Ce sont deux choses, une chose que vous connaissez et une que vous ne connaissez sans doute pas, le Muséum national d'histoire naturelle, qui a été créé par le décret du 14 juin 1793 de la Convention, et le Bureau des longitudes, qui a été créé en 1795. Je veux revenir un instant sur le Bureau des longitudes. Et la Révolution a légué au monde entier, sauf au monde anglo-saxon, le système métrique. Le Bureau des longitudes, où je représente l'Académie de Marine, qui est un établissement public de la Défense, et un organisme qui a été créé à la demande des marins. Il y avait un organisme un peu équivalent qui a été créé en Angleterre, qui c'est l'Observatoire de Greenwich, parce que dans la navigation, on savait situer un navire par rapport à l'équateur, par rapport au pôle nord ou au pôle sud, c'est la latitude, mais on ne savait pas le situer par rapport à un repère de référence, par exemple, c'est ce qu'on appelle la longitude. Or, il y a eu pas mal de difficultés, il y a des navires qui ont fait naufrage parce qu'ils se croyaient plus loin sur la mer, ils arrivaient sur la terre, et donc les Anglais, comme les Français à la suite, ont créé un organisme spécialisé, c'est le Bureau des longitudes, donc qui existe toujours en France, pour essayer de calculer cette longitude. Et en fait, après de nombreuses querelles, d'ailleurs en Angleterre essentiellement,
On a abandonné des repères lunaires et autres très compliqués pour des montres, tout simplement. On fixe un repère de référence, en l'occurrence pour les Anglais, un méridien qui passe par Greenwich, qui est toujours actuellement le méridien universel, à quelques centimètres près, et pour les Français, le méridien de Paris. Et à partir du moment où on a calé les montres sur un méridien, au départ, après on en a une autre qui continue à évoluer, on peut calculer la longitude. Et c'est ça qui est à l'origine du bureau des longitudes, c'est très très important, et ça c'est une création de la Révolution française. Le système métrique, n'en parlons pas. Dans 1993, Victor Hugo écrit, j'aime beaucoup cette citation, « La Convention décrétait l'instruction gratuite, elle créait les conservatoires et les musées, elle donnait à la science le bureau des longitudes, à l'esprit humain l'Institut. » Victor Hugo fait un lien qu'il ne faut pas oublier, un lien qui implique la liberté de penser et la liberté de chercher. Et ce lien, c'est l'instruction et la science. Ce lien ne cessera jamais, ni dans le passé, ni aujourd'hui. Et j'y reviendrai. Disons dès maintenant que l'instruction laïque peut seule fournir des esprits libres et critiques, des esprits scientifiques. Et je prêche des convaincus, mais actuellement c'est important de le dire. L'encyclopédie, la Révolution en France, définissent un rôle social de la science et le mettent en place, comme je viens de vous le dire. Il y a un point important, et que les conventionnels, les révolutionnaires, font appel aux savants pour contribuer à la défense nationale. Et je reviendrai sur cette idée-là. Cette distance, cette liberté prise à l'égard de la religion apparaît clairement dans le domaine des sciences naturelles, et avec Buffon, qui était à l'origine, avant la Révolution française, au Jardin du Roi, ce qui est devenu le Jardin des Plantes. Buffon est le premier à remis en cause la création du monde fourni par les pères de l'Église, tout se faisant en quelques jours. Dans ses ouvrages La théorie de la Terre en 1749, dans les époques de la nature en 1778, Buffon, qui était un noble bourguignon, qui était loin d'être un révolutionnaire, qui était un homme très riche, a expliqué que ce n'était pas possible de tenir le calendrier de l'Église, des églises. Ça lui a voulu évidemment des attaques acerbes des dites églises, en particulier, bien sûr, de l'Église catholique. Lamarck, qui n'était pas qu'un biologiste, il est à l'origine de la météorologie. Lamarck a fait beaucoup d'études de météorologie qui ont été publiées et qui sont très intéressantes. Mais il est connu surtout parce qu'il a créé la notion de l'évolution des êtres organisés. Ce sont ses ouvrages, La philosophie zoologique en 1809 et l'histoire naturelle des animaux sans vertèbres en 1815 et 1822. Après, bon, il y aura Darwin. Et cette idée d'évolution qui nous paraît banale, vous allez voir que c'est actuellement quelque chose qui demande encore, sinon dans notre pays, du moins dans certains autres pays, une bataille. Si à la fin du Xe siècle, on peut encore identifier des savants connus de tous, connus comme des savants, je pense à Darwin, Laplace, Arago, Pasteur, etc., l'organisation de la science, de la recherche scientifique évolue et s'institutionnalise, notamment parce que on a maintenant une recherche dans des organismes qui sont les universités, qui sont les facultés des sciences des universités, plus un certain nombre d'organismes spécialisés. Donc il y a une prise en compte par l'État de la recherche scientifique. Et de plus en plus, depuis un siècle et demi, la recherche scientifique, justement, ne se fait plus autour de quelques figures emblématiques qui sont... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bons scientifiques et bons savants, mais ça se fait par équipe et s'individualise au cours du XXe siècle, même malgré des gens connus comme Joliot-Curie, comme Einstein, des équipes de recherche qui sont généralement pas tellement connues du grand public, même de nos jours. Le savant, entre guillemets, fait place aux chercheurs scientifiques, à l'ingénieur de recherche, aux techniciens de laboratoire, à l'équipe. Et c'est cette structure maintenant, sous une forme ou sous une autre, que nous avons encore. Les chercheurs sont des professionnels de la science et ils se situent comme tels dans la société. Ce sont des gens qui ont un métier, comme d'autres en ont d'autres. En France, c'est avec la création du CNRS par le gouvernement du Front populaire, par le ministre de l'Instruction publique radical socialiste Jean Zay,
que la recherche devient indépendante de l'université, puisque le CNRS est un organisme consacré à la recherche pure. Il est créé par le décret du 19 octobre 1939. Jean Zay, qui a été assassiné par la milice, était un homme remarquable, qui avait une vue généreuse et grandiose de l'instruction publique et de l'instruction pour le peuple, pour les besoins du peuple et pour le besoin du pays. Il a créé le Palais des Découvertes et, ce qui est moins connu, il a créé le Festival de Cannes. Le malheur, c'est que le Festival de Cannes devait avoir lieu en septembre 1939 et qu'en France, en septembre 1939, on avait autre chose à faire que du cinéma. Pendant la guerre, les gens mis en place par Jean Zay ont été éliminés par le gouvernement collaborateur de Vichy. En 1945, le secrétaire général à l'Éducation nationale, le résistant communiste Henri Vallon, secrétaire général à l'Éducation nationale du gouvernement provisoire de la République, refonde le CNRS, un CNRS plus démocratique, par l'ordonnance du 2 novembre 1945. C'est l'ordonnance qui a créé le CNRS dans lequel nous vivons. Il a beaucoup évolué depuis, mais enfin c'est cette ordonnance de départ, qui reprend donc le CNRS de Jean Zay et qui l'enrichit, et à la tête du CNRS est nommé le communiste et résistant prix Nobel Frédéric Joliot. On l'appelle depuis un certain temps Joliot-Curie. Je vais revenir à cette histoire du CNRS et de la défense nationale. Le CNRS est créé en 1939 et dans ses missions, il y a l'apport de la connaissance scientifique à la défense du pays. Ce n'est pas une nouveauté, je l'ai dit, la Révolution française avait besoin de savants, elle l'avait dit, elle les a utilisés à juste titre pour la défense de la nation. En 1910, le savant Paul Palvé, député radical socialiste et ministre de la guerre pendant la guerre 14-18, avait déjà créé des organisations pour l'aviation militaire, et il est conscient, quand il est ministre de la guerre, pendant la Grande Guerre, de la nécessité de faire participer la recherche à l'effort de guerre. Par le décret du 11 août 1915, il crée la direction des inventions intéressant la défense nationale, qui devient sous-secrétariat d'État à la guerre en janvier 1917. Ainsi, contribue à la défense et à la liberté du pays, l'ensemble de la recherche scientifique au domaine d'un certain nombre de secteurs. Et c'est comme ça, mais on s'est aperçu, je travaille sur ces domaines-là, que pendant la guerre de 14, énormément de connaissances se sont améliorées. On aurait pu peut-être le faire pacifiquement. Il se trouve que la guerre accélère, on le sait bien, certaines pratiques. Nous n'oublions pas Jaurès, qui, en réfléchissant à la nation en armes, dans l'armée nouvelle aussi, a cette idée que l'ensemble du pays doit pouvoir contribuer de façon démocratique et populaire à la défense du pays et de la République. On va revenir au CNRS et à la recherche scientifique d'aujourd'hui. Ce n'est qu'en 1984, après des batailles syndicales très difficiles, et sur l'intervention du député communiste Fitterman et à la demande donc des syndicats du CNRS, que l'ensemble des personnels du CNRS et de l'INSERM cessent d'être des contractuels de l'État pour devenir des fonctionnaires de l'État. Ça, c'est important parce que ça a garanti la pérennité des recherches et donc une certaine liberté dans la conduite de ces recherches. On s'est senti plus libre parce que, avec le système d'avant, à tout moment, c'était pas aussi facile que ça, mais on pouvait être chassés du CNRS pour une raison ou une autre, en général, parce que le cas des gens qui étaient chassés, c'est qu'ils avaient fait du mauvais travail. Mais enfin, il y avait une certaine incertitude et puis il y avait des étapes à franchir. À partir du moment où nous avons été, ça a été mon cas, fonctionnaires de l'État, on s'est senti plus à l'aise et plus paisible, avec un statut meilleur. Cette chose s'est arrangée puisque après mai 68, les structures du CNRS ont été démocratisées. Je dis ont été parce que maintenant, depuis des années, aussi bien le statut des fonctionnaires du CNRS, qu'ils soient chercheurs, ingénieurs, techniciens, administratifs, n'est pas remis en cause directement, mais on en recrute de moins en moins. Et en échange, on multiplie, comme dans d'autres disciplines et dans d'autres secteurs du public, les contractuels.
Hein, c'est vrai dans plein de domaines, en particulier dans le domaine de la recherche, et c'est vrai à la Poste, c'est vrai à la SNCF, c'est vrai partout. Et donc, à ce moment-là, donc cette liberté, cette sécurité qu'avaient les chercheurs, pour beaucoup d'entre eux, ça devient illusoire, et puis il y a une baisse importante du recrutement. C'est associé à ça une politique que moi j'ai connue à partir des années 60 et qui n'a fait que s'aggraver, c'est celle des contrats. Contrats passés avec des organismes privés, des sociétés privées, qui donnent un contrat assez important pour faire une recherche donnée, en général avec un peu de liberté au départ, et puis peu à peu, on oriente de plus en plus la recherche, sans ça on coupe les crédits. Cette politique des contrats n'a jamais cessé de se développer, au contraire. Donc ce problème du financement de la recherche, c'est en fait la nature même de la recherche publique qui est posée. La loi de démantèlement des universités, dite loi Pécresse, n'a évidemment rien arrangé, ni pour l'enseignement supérieur, ni pour la recherche. Donc c'est la liberté de la recherche, par cette voie, est lourdement remise en cause, d'autant que, comme je vous l'ai dit, le financement du CNRS par l'État a diminué. Ce financement qui assurait une certaine liberté. Il est certain que, et c'est normal, que l'État demande à la recherche, fixe un certain nombre d'orientations dans certains domaines, pas sur l'ensemble de la recherche, mais c'est son rôle d'État. C'est légitime que l'État oriente certaines recherches, c'est absolument normal. Mais actuellement, on n'en est plus là, on peut se demander si c'est toujours l'État qui le fait. En fait, le développement des contrats avec le privé, de plus en plus important d'une part, la création d'un fonds de financement, l'Agence pour le financement de la recherche qui existe, hors des structures du CNRS qui sont encore plus ou moins démocratiques, fait que de plus en plus la liberté des chercheurs est remise en cause par le biais du recrutement et du financement. C'est la remise en cause de la recherche publique par un pouvoir qui est sensible et probablement de plus en plus aux desiderata de l'industrie et de la finance. Il faut ajouter à cela les appels aux fonds charitables, j'en ai encore entendu un ce matin à la télévision, qui jouent sur la sensibilité et la générosité, et ce qui permet d'orienter la recherche médicale dans telle ou telle voie. Alors que le rôle de l'État, c'est avec l'INSERM, qui est le CNRS médical, organisme moins important en volume que le CNRS, que cette recherche doit être faite. Il y a des organismes privés comme l'Institut Pasteur qui peuvent faire une recherche de façon tout à fait légitime. Mais ces appels au fonds que vous connaissez dans ce domaine comme dans d'autres sont tout de même intéressants à étudier. Autre atteinte plus subtile mais terriblement efficace à la liberté de la recherche, c'est le système des publications. Les scientifiques sont obligés de publier dans des revues scientifiques reconnues. Il y a des revues françaises, on en a de moins en moins, elles sont de moins en moins appréciées par la communauté qui dirige la recherche en France, et en fait, la publication des résultats scientifiques, c'est un contrôle direct de la recherche, de la politique de la recherche et des chercheurs. Actuellement, depuis très longtemps, alors depuis des dizaines d'années, on souhaite, en France, on pousse les gens à publier dans ce qu'on appelle des revues internationales, c'est-à-dire des revues pour l'essentiel contrôlées par les laboratoires américains, des États-Unis, et à publier en anglais. C'est donc déjà une première atteinte à la liberté. Par ailleurs, ces publications, les revues scientifiques qui publient sont aux mains d'éditeurs privés. Et ces éditeurs privés, ils vendent leurs revues très chères aux bibliothèques. Et il y a beaucoup de bibliothèques publiques en France, je pourrais en citer, qui ne font plus les moyens d'acheter les revues scientifiques nécessaires pour les chercheurs qui travaillent dans leur laboratoire. Enfin, dans certains cas, moi je n'ai pas connu, mais actuellement, il semble que pour publier dans ces revues, les chercheurs ou leurs laboratoires doivent payer. Ça m'a été dit, moi je n'ai pas personnellement connu ça, mais il semble que ce soit une pratique. Donc là on atteint direct à la recherche, à sa nature et à sa liberté. Il y a aussi, on en parle, le crédit impôt recherche, qui est quelque chose qui existe dans le budget de notre État, de la République française. C'est un crédit impôt recherche qui monte en puissance de plus en plus. C'est un véritable gâchis de fonds publics, de fonds destinés à la recherche et au développement. Ça consiste à réduire les impôts calculés pour une entreprise privée sur la base des dépenses en recherche et développement qui est engagée par la dite entreprise. Ces montants des impôts recherche
c'est considérable, puisqu'en 2005, c'était 99 millions, c'est des crédits publics budgétisés, et en 2013, de 5,5 milliards d'euros. En fait, la recherche privée n'est pas tellement développée, et cet argent est utilisé pour le plus grand bien, pour le plus grand bénéfice des entreprises. Néanmoins, un certain nombre font de la recherche. On ne peut pas dire qu'elles n'en font pas du tout, mais c'est tout de même un beau cadeau qui leur est fait. Et on peut citer des grands groupes comme Total ou Sanofi qui ont des laboratoires de recherche, mais qui la développent à l'étranger. En l'occurrence, pour ces deux sociétés aux États-Unis. Ainsi, en 2014, sur 14 milliards d'argent public, impôt recherche, investi à l'étranger par des entreprises françaises, en France, ils n'ont investi que 8 milliards. Donc, ces aides publiques au privé demanderaient à être sérieusement revues. Alors, il existe une autre matière, un autre obstacle à la liberté de la recherche qui se manifeste sous des formes variées et dont on aurait pu espérer, du moins nous, qu'il n'existe plus. Car si la chape de l'Église qui existait avant le XVIIIe siècle s'est tout de même allégée, ou n'existe plus, le rôle des églises de nos jours est loin d'être insignifiant. Toutes les libertés sont contraires aux volontés des églises, quelles qu'elles soient, de la religion chrétienne comme des autres, islamiques ou autres. C'est contraire à toutes les églises. Ce qui est la liberté de penser qui avant tout est en cause. L'Église catholique et la papauté, comme les autres églises et religions, n'ont pas abandonné leur lutte contre la raison, la science et la connaissance. Il ne faut pas se faire d'illusions. L'Église catholique, comme les autres, ne bloque-t-elle pas la recherche sur l'embryon, sur la fin de vie, sur les cellules souches, pour ne citer que ça en France, hein? N'est-elle pas présente avec ces gens, ou ces gens qui sont proches de ses propres gens, dans les comités d'éthique officiels? N'est-elle pas présente massivement? Alors là, j'enfonce les portes ouvertes. Dans l'enseignement, avec ces écoles prétendues libres, là encore la laïcité est bafouée. Les publications de la libre pensée font état des fonds considérables alloués par des biais divers et par des combines plus ou moins avouables vers l'enseignement catholique. Parce qu'il y a l'enseignement maintenant, il y a maintenant un enseignement coranique, mais il y a aussi un enseignement protestant, un enseignement juif, mais ils sont, par rapport à l'Église catholique, ils sont tout de même beaucoup plus faibles. Ça ne veut pas dire que c'est mieux. L'idéologie religieuse, essentiellement catholique, est là et elle est toujours présente en force. Et le fait qu'il y ait de moins en moins de gens qui appartiennent aux corporations religieuses dans les écoles dites libres de l'enseignement catholique, ça ne veut pas dire qu'ils ont abandonné du tout l'enseignement. Et d'ailleurs, si les églises tiennent tellement à l'enseignement, ce n'est pas par hasard. Et moi qui suis d'origine bretonne, je sais que la bataille pour l'école laïque est une chose qui est encore quelque chose de vivant et de nécessaire. En sciences sociales, en ethnologie, j'avais une sœur qui était ethnologue, en économie, j'ai des proches dans ma famille qui étaient des économistes, le marxisme n'est pas admis, ou très peu, et les chercheurs qui en font état ou qui s'y réfèrent ont des problèmes. Et même si ça ne vient pas directement des religions, en tout cas ça vient des puissances de l'argent, ces puissances qu'un certain candidat, je crois, avait dit il y a quelques années que c'était ses ennemis, ce qu'il a visiblement oublié. Revenons à la religion. Aux États-Unis, l'évolution, la théorie de l'évolution n'est pas enseignée dans de nombreux États. Et même c'est interdit, et les enseignants qui s'y réfèrent sont punis par la loi. Et en France aussi, il y a une volonté de faire surgir, moins puissante, hein, et je pense tout de même relativement marginale, mais on retrouve ça dans l'Église catholique, on relit ça dans l'islam et autres. Il y a une volonté de ressusciter un certain créationnisme, même s'il se présente quelquefois sous une forme masquée, comme aux États-Unis et en France, en mettant en avant ce qu'ils appellent l'intelligent design, c'est-à-dire une volonté dans la création qui oriente les êtres vivants dans une direction donnée. Donc, avec l'existence d'un principe providentiel et l'intervention de la providence. Donc, ne ressuscite pas, ça a toujours existé, cette pensée créationniste, mais elle n'est pas à négliger, même si en France, elle est tout de même, à mon avis, marginale.
En tout cas, je ne connais aucun biologiste de quelque nature qu'il se soit qui fasse référence au contraire. Enfin, dans les attentes contre la science, il ne faut pas oublier quelque chose qui est très particulier et actuellement très à la mode. C'est le discours de certains écologistes politiques ou de certaines ONG qui dénoncent une science dite officielle et qui serait que mensonge, alors qu'une science faite par des organismes privés, plus ou moins connus, par des associations pseudo-scientifiques, posséderait la vérité. Cette manière de présenter les choses est très malsaine. Parce que dire que les scientifiques officiels, c'est-à-dire les gens du CNRS, de l'université, de l'INSERM, de l'INRA, de l'INRA, parce que enfin, il y a d'autres services de recherche que le CNRS et l'INSERM, et il y a les universités, et sont des mauvais chercheurs absolument inadmissibles. Et ça, c'est une attaque contre la science. C'est ce qu'on a retrouvé avec les climato-sceptiques. Même si c'était des scientifiques, mais scientifiques incompétents dans le domaine des climats, par exemple, quelqu'un comme Allègre est un géologue qui s'occupe de l'eau souterraine, enfin actuellement il n'est plus, on ne l'entend plus beaucoup, et pour cause, mais ça c'est des attaques contre la science, les problèmes du climat et actuellement d'autres problèmes qui peuvent ressurgir. En fait, les scientifiques des organismes publics sont sans doute, et malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, encore des chercheurs assez libres. En tout cas, les chercheurs du CNRS, de l'INSERM, de l'INRA, de l'université et d'autres organismes publics comme l'INRA, ce sont des gens en général, enfin je pense presque toujours honnêtes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des querelles entre les gens, bien sûr. Ils sont formés par des études très longues à la recherche et à la connaissance. Ils présentent la vérité scientifique du moment, celle qu'on peut démontrer, qu'on peut prouver. C'est celle d'un moment donné, la recherche évolue, c'est leur métier et ils le font bien en général. Les scientifiques sont des hommes et des femmes de doute, des gens qui doutent en permanence et qui remettent tout en cause en permanence. Par exemple, Newton a établi les lois de la gravitation qu'on connaît. Eh bien, ces lois sont toujours vraies, mais la mécanique, avec Einstein et d'autres, ça a évolué. On ne peut pas reprocher à Newton de ne pas avoir été plus loin qu'il n'a été, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, Newton était un drôle de personnage. C'était un mystique. Et un alchimiste. Pour la liberté de la recherche, comme pour toutes les libertés, pour une véritable démocratie, donc la défense fondamentale passe par la défense de la laïcité. Et c'est ce qu'ont voulu les républicains. Quand je parle des républicains, c'est les vrais républicains, ce n'est pas des gens qui s'appellent comme ça actuellement. Ce sont les républicains du début du XXe siècle et qui sont battus pour la laïcité et pour la République. Et avant tout pour la laïcité de l'école, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, forme des esprits libres et critiquent l'école publique. Une école de la République, l'école du diable, comme l'appelaient les curés en Bretagne il y a quelques années, Diabol's School. Une école où on enseigne la science et non pas la religion, ou une pseudo-religion, ou une religion théologie déguisée comme l'intelligent design et autres fantaisies. Donc il faut être clair. Le rôle des religions est grave. On le voit dans les guerres actuelles. Il faudrait peut-être leur dire que Dieu n'existe pas. Et toutes, elles développent l'obscurantisme, quoi qu'on en dise. Et je le dis clairement, être contre les religions, contrairement à ce qu'on nous dit, ce n'est pas être raciste. On peut être contre les religions, ce n'est pas du racisme de dénoncer les religions. C'est simplement être intelligent et raisonnable. Ça n'a rien à voir avec le racisme. Nous le savons, la laïcité est en danger, et c'est avec elle la démocratie qui est en danger. Et puis uniquement la liberté de la recherche, qui n'est qu'un élément de l'ensemble. Et alors, quoi, qu'est-ce qui se passe? On nous parle de laïcité moderne, rénovée, ouverte, etc. On entend ça partout, depuis la tête de l'État jusque dans les presbytères. Certains utilisent même le mot laïcité pour masquer leur racisme, notamment contre les Arabes. Vous voyez qui je veux dire.
tous ces faux démocrates, ces faux laïcs sont des gens dangereux. Heureusement, on va savoir directement ce qu'ils entendent par laïcité moderne. Et celui qui va nous le dire clairement, c'est le pape. C'est le pape lui-même qui nous explique ce qu'ils veulent, ce que veut l'Église catholique, car c'est elle qui est à la manœuvre, en parlant de laïcité moderne et tous les gens qui les suivent. Le pape, dans une rencontre avec le journal Ouest France du 3 mars 2016, voilà, à vous, il déclare, et je cite le pape, « De nos jours, un État doit être laïque, mais une laïcité qui permet une ouverture à la transcendance, qu'elle soit religieuse ou philosophique. » Et ce personnage déplore que la France ait tendance, pour lui, à appliquer la laïcité selon, je cite, écoutez bien, je cite le pape, à appliquer la laïcité selon la philosophie des Lumières, qui considère toute religion comme une sous-culture. Donc cette laïcité, il n'en veut pas. Et il conclut en disant il faut que la France dépasse cette philosophie des Lumières. C'est clair, le danger que font courir ces gens-là est réel, et l'Église catholique française est, comme l'a toujours été, aux ordres d'une puissance étrangère, le Vatican. Et il l'avoue là aussi, c'est bien. Notre monseigneur Barbarin, je l'ai entendu l'autre jour à la télévision. Et qu'est-ce qu'il a dit à propos du masquage des activités pédophiles de ces prêtres, enfin d'un, au moins plusieurs sans doute. Barbarin, à la télé, il a dit pour se défendre, quand le problème s'est posé, j'ai demandé des instructions à Rome. Et on m'a répondu de me taire et que ça reste confidentiel. Autrement dit, Barbarin, citoyen français et aux ordres du Vatican, qui lui dit de violer la loi de la République, de violer la justice, et il le fait. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il l'a dit. J'ai entendu à la télé, j'en revenais pas. On a dû lui dire de pas trop récidiver, parce que j'ai jamais entendu redire ça. Mais j'ai entendu ça à la télé, j'en revenais pas. Donc, voilà où on en est. Alors, pour conclure, il ne faut pas dépasser le temps, c'est avec l'immense Bertolt Brecht que je vais conclure cet petit propos en utilisant une citation que j'ai prise dans sa pièce « La vie de Galilée ». Bertolt Brecht fait dire à Galilée « La perpétuation de la science », je lis parce que je ne sais pas par cœur, « La perpétuation de la science me semble requérir une vaillance particulière. Elle fait le négoce du savoir issu du doute. Procurant du savoir sur tout, pour tous, elle aspire à faire de tous des hommes de doute. Or, la plus grande partie de la population est tenue par ses princes, ses propriétaires terriens et son clergé, dans un brouillard nacré de superstitions et de vieux dictons qui couvrent leurs machinations. La misère de la multitude est vieille comme la montagne et du haut de la chair, celle de l'Église et celle de l'université, on le déclare indestructible comme la montagne. C'est l'université de l'époque de Galilée. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie d'avoir écouté.